Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. On est lundi, et comme tous les lundis, j'ai envie de partir en croisade contre la poste. Voilà, j'ai des petts problèmes avec la poste, voilà, où il y a des ruptures de stock et je suis en mode... Ah, c'est pas comme si j'avais une sortie de livre sur les bras à gérer, voilà, au moment où je vous tourne cette vidéo. Simplement, avant de commencer cette update lecture formidable, je vais vous parler de lecture bof, réécriture et une lecture assez étonnante et que j'ai pas mal aimé. Freya est à la porte et elle va décider de nous faire chier pendant toute la vidéo. Mais faut savoir que le temps en Normandie actuellement est digne d'un mois de novembre, donc je peux la comprendre. Mais j'ai pas envie de me lever. Mais je vais le faire quand même parce que je suis une personne soumise à son chat. Voilà. Il faut dire que ça fait 3 minutes 30 que je l'ai sorti. Comme le chantait si bien Stéphanie de Monaco, là on est vraiment comme un ouragan. Voilà, vraiment. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un mois d'été aussi pourri. Alors tant mieux, les gens meurent de chaud, nous on remplit les nappes phréatiques, chacun son domaine d'expertise. Et je voulais simplement vous rappeler la sortie. Alors actuellement je ne sais pas si il va sortir ou il est sorti pour vous, mais le livre sort le 16 août. C'est donc la nouvelle publication des Trois Nornes, La forêt aux fleurs d'or, de H. Poindal et illustré par Rosen Grosjean. C'est un ouvrage illustré pour tout le monde, de petits jusqu'à très très vieux. Ça peut être en lecture du soir avec vos enfants ou avec, voilà, pour l'offrir à des proches qui ont des enfants. En lecture tout seul pour les enfants à partir de 8 ans. Il y a du vocabulaire qui est un petit peu défini pour vous expliquer, pour leur permettre d'assimiler du vocabulaire si c'est un petit peu trop difficile. Et aussi pour les adultes qui sont fans d'illustration ou du moins fans de contes, on va dire, avec des animaux de la forêt. C'est de la fantaisie parce qu'il y a des animaux qui parlent, déjà de base, mais surtout il y a un peu de magie dans le texte. Et on va suivre deux contes de la forêt, l'histoire de cet ours, qui a un jeune ourson qui a des poils d'or, et l'histoire de cette petite renarde malicieuse qui va se retrouver dans le pétrin. On est sur un très beau livre qui est donc fait en France comme d'habitude, donc 100% made in France, avec voilà, des belles pages de garde. Je les montre parce que j'en suis fière, voilà, pour le coup. Voilà, un joli livre, et vous avez donc, je vais vous montrer la première illustration. Voilà, celui-ci, un livre illustré avec vraiment une qualité de papier vraiment superbe. Je suis hyper contente du rendu, mais un vrai beau livre chez les Trois Nornes, voilà, en illustré. Les illustrations sont trop mignonnes et je vous remercie. Il est au prix de 25 € pour ceux que ça intéresse, et donc fabrication de A à Z en France. Laissons les ours où ils sont et commençons par les sorciers. Commençons par la lecture. Alors, celui, ça fait un mois, je crois que je l'ai lu. J'ai quasiment aucun souvenir tellement le truc m'a laissé en mode... je sais pas si le micro l'entend, mais Freya est en train de ronronner sa life. Un petit fond sonore pour les gens. Je vous parle de Sorcery of Thorn, donc qui est vraiment le bouquin qu'on a vu partout. Genre vraiment, on l'a tellement vu qu'on avait envie de le vomir, le truc. Je l'ai pris parce qu'il était en anglais dans une librairie française où je me suis rendue, et je me suis dit, j'ai tellement envie de lire en anglais, il n'y avait pas tellement de choix que ça. Et je me suis dit, je vais me faire un petit avis sur la Margaret, parce que tout le monde me dit, oh Margaret, c'est formidable, lisons-le. Alors, faut savoir que on m'avait quand même prévenu que Margaret et moi, ça allait être compliqué, parce que c'est vraiment de la young adulte, et on m'a dit qu'elle avait des très bonnes idées, et que malheureusement, elle savait pas très bien les traiter. Genre, ça finissait toujours un peu en flanc. Elle avait un très bon début prometteur avec un univers, et que c'était vraiment pas assez développé. Et en fait, je suis assez d'accord avec ça. Sorcery of Thorn, en fait, comme je vous dis, je n'ai quasiment aucun souvenir de ce bouquin, tellement il m'a paru insipide, et vu et revu, et c'est ça que je me suis dit, mais cette histoire, j'ai l'impression de l'avoir déjà lu 15 fois, et ce genre de bouquin, j'ai l'impression que ça fait 15 ans qu'on édite la même chose. Alors, il est vrai que au niveau éditorial, les couvertures anglaises et américaines, elles en jettent pas mal, mais on suit donc l'histoire de Elisabeth. Elisabeth, c'est une sorte d'érudite, on pourrait dire, qui vit quasiment dans une bibliothèque. Voilà, c'est un peu un petit rat de bibliothèque, mais plutôt beau gosse comme rat, mais un rat quand même, qui va se retrouver mêlé à des complots politiques, du genre, elle était pas là au bon moment. Grimoires qui ont voilà, un rôle dans ce monde-ci, et il y en a un qui va s'échapper d'une certaine manière, et on va blâmer Elisabeth pour ça, parce que voilà, c'est l'héroïne, il faut bien la blâmer pour ça. Et comme je vous dis, elle était pas là au bon moment, et elle va vite être embarquée pour être jugée, et je vais pas vous en dire plus, parce que en soi le livre est assez court, et il y a pas grand chose qui se passe, parce que c'est un bouquin qui est construit un peu avec une grande scène d'exposition au début, où on va te présenter le monde, le côté un petit peu, comment on appellerait ça, j'ai plus le nom de ce genre,
Dark Academia, mais pas vraiment en étant très dark, mais vraiment, t'es un personnage. En fait, je pense que Sleeve a été aimé parce que le personnage, c'est une lectrice. Voilà. Et que c'est vraiment le portrait pour moi de la lectrice de base, un peu cliché. Donc voilà, la nana qui quitte pas sa bibliothèque et qui ne fait que lire toutes les journées. Et qui est belle, voilà, et qui est douce, et ce genre de choses. Et c'est vrai que le système de magie est sympa. Il y a des démons, il y a des possessions, il y a des monstres, il y a le rôle des bouquins aussi dans le texte. Voilà. Au niveau de l'univers, c'est plein d'idées originales. Voilà, faut dire ce qui est. Super riche, sympa, puis on retombe sur le côté bibliothèque qui est assez cool. Le personnage n'est pas trop désagréable, hein, c'est une jeune fille, mais elle est pas trop agaçante, vraiment. Et, euh, et s'ensuit en fait cette scène d'exposition. Le résumé, comme je vous dis, le bouquin où elle va être blâmée. Mais ça, c'est la moitié du bouquin. Et après, en fait, tout se résout extrêmement, mais quand je vous dis extrêmement vite, c'est extrêmement vite au point qu'il y a une relation amoureuse dans le texte. Voilà, avec un beau gosse, comme d'habitude, assez cliché, il faut dire ce qui est. Je crois que j'ai vraiment passé l'âge pour aimer ce genre de romance parce que c'est trop adolescent pour moi. Voilà, j'ai l'impression de lire toujours la même chose, avec le même type de personnage, le même type de comportement, le même type de physique. Et, euh, et en fait, quand ils étaient amoureux, j'étais en mode ah, ils sont déjà amoureux, d'accord. Oh, c'était rapide, c'était rapide. Donc vraiment, j'ai trouvé qu'en fait, c'était hyper précipité en termes de rythme, pas marquant du tout sur la fin. Voilà, t'as un grand combat final. En fait, t'as les scènes d'exposition, le problème, une petite péripétie et une scène finale. Et je suis en mode bah, c'est déjà terminé. Voilà. Bon, c'est l'avantage d'être un one-shot, mais je trouve que pour un one-shot, le rythme est pas très bien maîtrisé. Et surtout, alors c'est sincèrement, je comprends pas pourquoi on fait autant de pubs pour ce bouquin. Peut-être parce que c'est plutôt un lectorat jeune qui a pas le bagage, on va dire, de la littérature young adulte il y a quelques années où il y a énormément de très bonnes choses qui sont sorties, mais pas folichon. Je pense pas que je vais retenter la Margaret parce qu'a priori tous ces bouquins sont pensés et faits de la même manière, avec le même type de personnage, le même type de romance et ce genre de choses. Toujours avec des idées originales et c'est ça qui donne envie, en plus avec les couvertures, parce que moi quand j'ai vu un peu le truc avec les manuscrits un peu maudits et tout ça, je me suis dit ah, il y a des démons et tout, ça me fait penser au livre perdu des sortilèges, tu vois, un truc que j'ai adoré quand j'étais ado, mais c'est pas le même world building et même travail sur le bouquin et c'est même pas la même cible de base. Mais le seul truc que j'ai à noter quand même, c'est un vrai livre de young adulte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas dans mon sens des trucs très problématiques et surtout il n'y avait pas de scènes explicites et tout, donc ça peut être lu par des ados. On souligne parce que ça devient tellement rare, c'est un peu un phare dans la nuit, mais c'est vrai que je comprends pas trop. Et tu vois, ça, c'est un peu encore En fait, ce bouquin, il est rempli de clichés littéraires. C'est surtout ça, en fait, qui m'étonne du fait que ça plaise autant, mais c'est peut-être pour ça que ça plaît. C'est que les gens, ils aiment remanger la même chose à chaque fois. On est sur une Marissou qui réussit tout, qui est élue et ce genre de choses, sur en mode... Bon, ok. Voilà, donc tentative. En ce qui concerne l'anglais, c'est pas du tout difficile à lire. Sincèrement, le vocabulaire, si vous avez le vocabulaire de fantasy de base, est pas compliqué. Il n'y a pas 36 personnages, comme je vous dis, l'univers est assez simpliste dans la construction du récit. Donc ça se lit très bien. Et j'ai vu qu'il y avait un espèce de préquel et tout à côté, parce qu'il y avait tellement peu de trucs dans le bouquin que je pense que ça me manquait. Parce que même l'histoire d'amour, sincèrement, les gens, ils shippaient. J'étais en mode, mais vous voulez shipper ce qu'il n'y a pas à shipper, du genre, c'est pas du tout approfondi, donc a priori, ce que j'ai compris, ça va être un peu plus après. De bonnes idées, si vous aimez les démons, les bibliothèques, la magie, voilà, mais si vous aimez le world building, passez votre chemin, parce que c'est pas là-dessus que vous allez le trouver. Et les idées original oui, mais pas très bien exploité. Je suis dure, je sais, je vais encore peut-être avoir des commentaires de personnes de 15 ans qui vont dire que j'ai pas encore compris la vie et que je ne sais pas ce qui est un bon livre, mais malheureusement je pense que ce livre est très ancré dans sa cible et autant il y a des livres young adultes que je trouve très bien et assez développés et ça me plaît. Là, clairement, je pense que c'est pas assez développé en univers de fantasy pour moi. Ensuite, on va passer à un récit un plus adulte, hein. Pour le coup, celui-ci, je le classerai pas en young adulte, même si c'est de la réécriture, parce que comment dire. Si... y a pas de scène olé olé explicite. Non, ça peut être lu, je pense, à partir de 15 ans. Pour le coup, c'est juste que c'est assez sombre comme univers dans les thématiques qui sont faites. Et surtout, ça serait dommage que la personne ne lise ce livre et n'ait pas les clés de lecture de ce livre, c'est-à-dire une réinterprétation du mythe de Blanche-Neige.
la légende de Blanche-Neige, du conte, et aussi surtout la réinterprétation du mythe donc de Phèdre, un mythe que j'adore dans la mythologie gréco-romaine. Je vous présente Le Reflet Brisé, donc de Nina Gorlier chez Magic Mirror. Donc Magic Mirror, c'est une maison d'édition française associative qui vise à publier des réécritures de contes un petit peu pour tous les âges. Ils font même de la science-fiction, ils font de la littérature très adulte aussi, avec de la violence. Ici, on est sur la littérature adulte, assez chouette. Dans une première partie, c'est très Phèdre, c'est-à-dire qu'on suit l'histoire d'une jeune femme qui va être mariée de force à un homme beaucoup plus âgé qu'elle, qui aurait l'âge de son père, sauf que cette jeune femme, elle a un petit problème vis-à-vis de la société, c'est qu'elle est défigurée. Et donc quand elle est vendue en quelque sorte à son mari, parce que c'est vraiment un mariage politique pour éviter une guerre, bah, le mec va être un peu déçu de la marchandise et va pas vouloir avoir de relation avec elle, ce qui va la blesser un peu, parce que même si elle est en mode je vais pas être avec ce goré, c'est un peu blessant que le mec veut pas me calculer, tu vois. En même temps, il y a la fierté qui prend. Et elle va devenir donc une reine du jour au lendemain, elle qui a vécu dans un couvent pendant des années. Et elle va faire la rencontre de son beau-fils, parce qu'il faut savoir que son mari la touche pas pour une raison très simple, c'est qu'il aimait sa femme, même s'il a pas mis beaucoup de temps à avoir d'autres maîtresses un petit peu après, à faire des petits bâtards. C'est donc ce jeune homme qui s'appelle, j'oublie toujours son nom, Weiss, voilà, qui est l'incarnation d'Hippolyte, donc c'est-à-dire c'est un jeune homme extrêmement beau, voilà, distingué, qui parle bien. Le mec sait charmer la zouze, et elle tombe amoureuse de lui, et lui c'est à peu près réciproque. C'est une réinterprétation de Phèdre, mais en beaucoup plus consenti, parce que dans le mythe de Phèdre, donc vous savez, Phèdre c'est la sœur d'Ariane, celle qui était avec le fil. Thésée l'abandonne, Ariane il va se marier avec sa sœur, et il avait déjà eu Thésée une petite relation avec une Amazone qui a donné Hippolyte, ce beau gosse, mais surtout cette figure virginale Hippolyte, surtout dans les mythes on va dire antiques, et après dans les réécritures de Phèdre de Racine, il a été un peu plus sexualisé, mais il a quand même cette image de, il est fils d'Amazone, donc il n'a pas de relation, tu sais, il a cette pureté, ce genre de choses. Et donc Phèdre va tomber amoureuse de son beau-fils, simplement parce que elle a l'âge de son beau-fils, et que Hippolyte est plus charmant que Thésée, faut dire ce qui est, et c'est pas réciproque, et ça se finit très mal, Phèdre, voilà, pour ceux qui l'ont lu, pour tout le monde. Et là, je trouve que c'était bien pensé là-dessus, parce qu'il y a plus de consentement, et il y a des gros plot twists dans l'histoire, je peux pas vous en dire plus, mais qui portent ensuite sur une réécriture un petit peu plus de Blanche-Neige, et de façon assez originale. Donc vraiment, au niveau réécriture, j'ai adoré pour ça, parce qu'il y avait plein de... Déjà, c'était bien fait, tu voyais que l'autrice, elle maîtrisait quand même ses recherches de base, mais surtout, c'était assez palpitant, ça se mélangeait très bien, l'univers est assez chouette. Vraiment, on est embarqué dedans, on y croit, on a vraiment les tropes habituels, et ça soulève aussi des questions de société sur le rôle de la place des femmes, il y a du complot politique, sur la place de l'amour, est-ce que l'amour nous pousse à faire. Il y a beaucoup de cliffhangers, et des bons cliffhangers où tu les vois pas forcément. J'ai vraiment trouvé ça chouette pour ça, jusqu'à la fin. Vraiment, c'est assez chouette. Et ce qui est assez horrible avec ce texte, c'est que, je vais pas vous spoiler, mais il y a deux personnages qui vont s'opposer. Et on ne sait pas quelle partie prendre, parce que les personnages sont super bien nuancés. Voilà, notamment le personnage de la jeune femme dans le texte est super bien nuancé dedans, et c'est ce que j'ai aimé. Donc vraiment, j'ai été conquise là-dessus. Le petit point négatif, c'est que, je vous dis, hein, c'est une maison associative, donc avec des petites coquilles, bon, ça arrive même chez les maisons d'édition indépendantes. Hein, je comprends très bien les difficultés d'avoir un bon correcteur, et surtout de pouvoir payer un bon correcteur. Et le problème des correcteurs, c'est que souvent il y a des arnaqueurs, faut dire ce qui est. Je ferai peut-être un jour une vidéo, mais moi ça m'est arrivé pour les 3 normes, mais des gens qui sont pas compétents et qui te demandent des sommes folles, ça existe, et donc je tiens à le souligner, même au niveau de la mise en page, voilà. Il y avait quelques petites choses, voilà. Donc au niveau du style, j'ai pas été très convaincue par la plume, mais je trouve que l'histoire est tellement passionnante, et tellement bien faite, et assez palpitante, que même si parfois les dialogues j'ai trouvé un peu trop modernes pour le côté, on va dire, médiéval, et parfois le vocabulaire j'aurais aimé des tournures un peu plus fleuries, il en reste que j'ai assez accroché à l'histoire, j'ai passé un bon moment de lecture, et ça m'a poussé déjà à lire d'autres livres de la jeune femme, parce que c'est une abonnée, donc si tu passes par là, merci beaucoup voilà, pour soutenir les 3 normes, et puis c'était vraiment très chouette. Je sais que tu as publié, il me semble, chez le Chat Noir aussi, donc voilà, en fonction de ce que ça parle chez le Chat Noir, je me tenterai sûrement aussi de tester. Et c'est une maison d'édition dont je vais lire d'autres livres, parce que là, ils m'ont vendu les livres un peu horribles, Barbe Bleue et ce genre de choses qu'ils ont en réécriture.
Mais vraiment, si vous aimez les réécritures de contes, celle-ci est très bien faite et super riche. Et pour le coup, c'est une vraie réécriture. Voilà, c'est pas du genre on met 3-4 éléments et c'est fait. Ou des réécritures comme j'ai lu, comme Belle, où sincèrement, j'avais pas l'impression que ça changeait énormément. Ferait un temps de ronfler, les gars. Mais j'ai pas l'impression que ça change vraiment du livre de base. Mais voilà, parce que j'ai lu les deux et que Belle était plus une réinterprétation un peu plus féministe, mais pas grand chose en plus. Donc vraiment, à suivre, voilà. Et puis si vous voulez soutenir une petite maison d'édition, si vous aimez les réécritures de contes, soutenez plutôt ce genre de maison d'édition que d'autres qui créent des collections. Et vous savez mon avis sur ce genre de maison d'édition. Enfin, je vais vous présenter 2 tomes, voilà, une duologie qui se nomme Les sabots, sous les sabots des dieux. C'est une duologie que vous m'avez conseillé en commentaire, et c'est pour ça que je me suis laissée un petit peu tenter, parce que c'est de la fantasy coréenne. J'avais jamais lu de fantasy coréenne. Je vais sûrement vous porter que celui-ci, parce que je suis une grosse flemmarde. On est donc dans l'univers de Céline Chevet, sur un univers qui se passe, je crois, dans les années 900, dans l'actuelle Corée. Il faut savoir que la Corée, alors c'est l'histoire de l'Asie, une complexité, surtout qu'on ne l'apprend pas à l'école, mais c'est très complexe. Mais il faut savoir qu'à l'époque, la Corée était un peu divisée en 3 territoires et que la Chine, à cette époque-ci, notamment la religion bouddhiste, était en train de se développer. Et la Chine avait des prétentions sur ce territoire-ci. Et c'est important au niveau du contexte parce qu'on est dans un des pays, on va suivre une jeune fille qui s'appelle, je ne sais plus, Hanoï, c'est ça. C'est l'aînée de jumelles qui va devenir la prêtresse d'un temple chamanique. Eux, ils pratiquent l'ancienne religion, c'est des sortes de conseillers pour le roi en place. Et tout va être bouleversé en fait du jour où sa mère, qui était la grande prêtresse, va s'humilier d'une certaine manière devant le roi, et elle, la jeune fille, va avoir une vision, elle va être en communication avec les dieux, et elle va avoir un rôle politique beaucoup plus important qu'elle ne le pensait. Là, sa sœur jumelle, elle, qui est plutôt une empoisonneuse, une espionne, il faut savoir que sont particulières parce que, comme je vous dis, sa mère était prêtresse et normalement devait rester pure, sauf qu'elle s'est laissée séduire par un jeune homme fougueux et voilà, elle peut garder sa fille avec elle au temple. Elle doit aussi prêter allégeance à une sorte de figure de virginité, et son autre fille est plutôt dans les bas-fonds, et donc c'est aussi un livre qui parle de sœurs et de conflits que ça peut avoir. C'est un bouquin qui balaye plusieurs années. Le tome 2 est assez différent du tome 1, mais j'étais convaincue par les deux, dans le sens que le tome 1, c'est un assez gros prologue, voilà, de l'univers, et le personnage d'Hanoï est assez tapenaire parce qu'il est assez jeune et il connaît rien de la vie, donc t'as envie de le secouer, qui va se retrouver à faire un choix et qui va le regretter peut-être à un moment de sa vie, c'est-à-dire que pendant tout le texte, elle va se demander si elle a choisi le bon roi ou pas. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est un texte qui va être initiatique parce qu'on parle aussi du destin des femmes à cette époque-ci, beaucoup de complots, de bouleversements. Le tome 2, c'est plus Hanoï quand elle est un peu plus âgée, plus mature et donc beaucoup plus agréable, avec vraiment les répercussions de la guerre et ce que ça a comme implication, et le fait qu'elle va se retrouver dans des complots plus liés au roi et à la cour du roi et aux décisions qu'elle a prises auparavant. C'est vraiment les conséquences. Ici, c'est vraiment sa jeunesse où elle va commettre des erreurs ou pas, voilà. Et on a tout un univers autour de la Corée qui est vraiment assez chouette, avec il y a des chevaux aussi dans le texte, où il y a des voyages dans d'autres mondes. C'est un livre qui est très beau sur la façon dont il aborde les relations amoureuses, c'est-à-dire les personnages ont totalement conscience qu'il y a eu des relations toxiques, voilà, ce genre de choses, mais la façon dont c'est amené, c'est très poétique. Moi, j'ai beaucoup aimé ce style-là. Alors, le style littéraire, parfois, m'a pas forcément toujours convaincue. Vous savez, moi, je suis un peu chiante quand même, mais pas assez riche à mon goût, pour le coup, mais j'étais convaincue, pareil que l'autre, par l'histoire que j'ai trouvée très chouette, très fraîche, et assez différente de ce que j'avais lu. Je trouve ça super original parce qu'on peut te dire oh, le coup de la prêtresse et tout, mais il y a tellement des choses qui sont bouleversées. Le personnage va être brinque-ballé, manipulé par pas mal de gens, et il lui arrive tellement des galères que le récit est assez réaliste, voilà, de cette manière-là. Et moi, j'ai adoré la façon dont on traitait les guerres, ce que ça a eu comme implication à l'époque, et ce rôle un peu de prêtresse. On apprend un peu sur le chamanisme et comment c'est rentré en conflit. Bref, c'était... je vais pas en dire plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler tout, mais c'est une lecture qui vaut vraiment le coup de découvrir. J'ai beaucoup aimé. C'est tellement original de lire de la fantaisie coréenne, parce que moi je ne connais pas d'autres à mon sens. Je lis plutôt de la fantaisie chinoise à cette époque-ci, mais vraiment intéressant, et c'était pas non plus samouraï dans tous les sens et ça se base, voilà, c'est vraiment y a ce côté historique qui met l'ambiance et ce genre de choses, mais ça fait pas un peu à la Jaworski, c'est même pas mort, où t'avais l'impression de lire un catalogue sur les cultures celtes. Là, c'est différent, c'est plus l'ambiance, et c'est plus l'histoire qui compte
que le contexte d'une certaine manière, même si le contexte est indépendant et lié à l'histoire, mais les personnages sont vraiment vraiment chouettes, le méchant est vraiment cool, parce que en fait, tu sais pas quel parti prendre, chacun a un parti différent et ça se pèse dans tous les sens. Voilà, il y a le pour et le contre dans tous les sens et tu te dis, ouais, c'est plus nuancé que ce qu'on a l'habitude forcément de lire en fantasy. Et je crois que c'est inspiré de faits réels, hein, à la base, hein, sur des chefs qui ont existé et tout, et bien sûr c'est de la réinterprétation. Mais vraiment très très chouette, et moi j'aime beaucoup un petit peu tout ce qui est lié aux prêtresses et tout, c'est quelque chose que je lis peu, mais je me rends compte que j'aime bien ça. Et le livre était très très chouette, et sortez les mouchoirs pour la fin de celui-ci, hein. Je peux vous dire, mais j'étais assez surprise. En fait, c'est pour ça que la série, au début, j'étais en mode, oh, c'est une grosse introduction, c'est sympa et tout. Mais le tome 2 m'a vraiment convaincue sur l'histoire et sur les enjeux et la manière dont c'était fait. En fait, je trouvais que le livre était poétique, mais sans être pleurnichard ou... Tu sais, parfois, c'est pas ouf la façon dont c'est fait. Moi, ça m'a parlé et j'ai trouvé vraiment ça très beau. Et le rôle filial aussi dedans et le poids des décisions, la responsabilité, c'était vraiment très très chouette. Donc sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, si vous m'en conseillez comme d'habitude. Et je vous rappelle qu'il y a Petite Forêt aux fleurs d'or qui est dispo sur le site internet. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.